Amis des colis de fans, bonjour et bienvenue dans le 58e épisode de cette série. Alors aujourd'hui c'est un colis de fans un peu spécial parce qu'on va dire c'est une sorte de colis de fans de fans. En effet, c'est Michel qui m'a envoyé, comme on va le voir, un seul et unique objet, mais qui est très très intéressant. Mais il se trouve que Michel a aussi une chaîne YouTube dont je suis abonné et dont je suis un très grand fan. C'est-à-dire que c'est un colis de fan bijectif quelque part. Alors justement, regardons un petit peu la chaîne de Michel. Voici la chaîne de Michel, qui s'appelle le Labo de Michel. Et c'est une chaîne qui est principalement dédiée à l'étude et ce qu'on appelle le reverse engineering d'appareils. Alors comme il le met lui-même ici dans le à propos, c'est principalement de l'avionique, c'est-à-dire des instruments, alors souvent des instruments de tableau de bord, d'avions, d'hélicoptères, de choses comme ça, ou d'équipements militaires. Et il est plutôt spécialisé dans l'avionique, on va dire, des années 70, enfin voilà, dans ces eaux-là, où il y avait encore beaucoup de mixtes, on va dire, entre l'électronique, souvent de l'électronique sans forcément des microprocesseurs, des trucs comme ça, et très souvent des appareils électromécaniques qui étaient basés principalement sur des choses que je vous ai déjà montrées, des synchros, des résolveurs, enfin des systèmes en gros qui faisaient des calculs simplement parfois par des jeux d'engrenage, des trucs comme ça. Donc à chaque fois, non seulement il va démonter les appareils, nous montrer à ce qui est à l'intérieur, mais ce qui est surtout intéressant, c'est que il va faire ce qu'on appelle le reverse engineering, c'est-à-dire qu'il va par exemple recréer les schémas à partir de ce qu'il voit, enfin il va en déduire le fonctionnement, et encore plus fort, très souvent, il arrive à les faire refonctionner, et voilà, avec différents équipements, en simulant certains capteurs et autres, il arrive à les faire marcher. C'est vraiment une chaîne que j'apprécie énormément. D'abord parce que déjà Michel manifestement un très très bon niveau en électronique et il nous permet souvent d'apprendre des choses. Mais en même temps, je trouve que sa démarche est vraiment très intéressante. Donc il a que 3800 abonnés et honnêtement, je pense qu'il mérite beaucoup plus que ça. Alors c'est vrai qu'il a choisi de faire sa chaîne en anglais, bien que Michel soit français. Et pourquoi ? Je pense que quand même, comme il fait plutôt un segment, je veux dire, assez pointu, si en plus il le faisait en français, il perdrait, je pense, quand même pas mal de son auditoire. Maintenant, je rappelle que quand on regarde des vidéos, on peut tout à fait afficher les sous-titres, donc ils vont s'afficher en anglais, mais après, avec les réglages, on peut choisir de les traduire en français. Voilà, en même temps, il parle assez lentement, et un anglais qui, ma foi, est assez compréhensif. À la limite, ça peut permettre aussi de perfectionner son anglais, on va dire, ça peut être plutôt très intéressant. Enfin voilà, moi personnellement, je suis vraiment fan de sa chaîne, je regarde toutes ses vidéos. Je vous les conseille, et maintenant, justement, on va regarder plus près ce qu'il m'a gentiment envoyé. Alors, dans le colis que m'a envoyé Michel, il n'y avait qu'un seul élément, et c'est celui-ci. Donc, comme on peut voir, c'est marqué dessus, c'est un Shaft to Digital Encoder, c'est-à-dire, en fait, shaft, on peut appeler ça un axe, quelque part, donc on voit d'ailleurs ici cet axe sur lequel est monté cet engrenage, et tout digital. C'est ce qu'on appelle un encodeur de position absolue, c'est-à-dire que ce dispositif va donner, ici en sortie, une information, on va dire, binaire, qui correspond à la position de l'axe ici, mais sur un très grand nombre de tours, comme on va le voir tout à l'heure quand on va l'ouvrir. Il va être capable de donner de façon absolue la position. C'est-à-dire que typiquement, si on couple ça, et c'était le cas, je crois, de l'appareil dont il a été extrait sur une sorte de moteur qui a entraîné une sorte de compteur mécanique, on a une information de ce compteur mécanique ici sous forme digitale. Donc c'est ça le principe de ce truc, et on va voir, tout à l'heure on va l'ouvrir, qu'il est complètement passif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas là-dedans d'électronique. Donc on peut voir qu'il est fabriqué par Librascope, voilà, Librascope Diffusion, Générale Précision, bon voilà, c'est manifestement, j'ai pas l'impression qu'il y a un date code dessus, mais c'est quelque chose qui est quand même assez ancien, à mon avis, ça date des années peut-être 70-80 par là. Avant de continuer, je vous propose de vous faire quelques petits rappels sur ce genre d'encodeur. Donc voilà, comme d'habitude, je vais utiliser mon ardoise magique. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce genre de codeur, donc on va dire, il y a en gros trois sortes. Il y a les codeurs, on va dire, relatifs, qu'on appelle aussi parfois incrémentaux. Et il y a les absolus,
comme le modèle que je vous montre ici, et il y a, on va dire, un petit peu les mixtes. Alors, comment il faut voir ça? Les codeurs relatifs, généralement, c'est qu'il y a un axe, par exemple, comme ça, sur lequel il y a différents types de dispositifs, mais ça peut être, par exemple, ici, un disque avec un certain nombre de trous, de fentes optiques, de choses comme ça, sur lequel il y a ici un capteur, et en gros, on va avoir ici une impulsion à chaque fois que, je veux dire, quand l'axe tourne, on va par exemple passer sur une marque, un trou, un truc comme ça. Donc bien sûr, ce qui compte sur ce genre de capteur, c'est ce qu'on appelle la résolution. Ça veut dire que ça va donner un certain nombre d'impulsions par tour, et alors plus le nombre d'impulsions est grand, bah, meilleure est la résolution du capteur. C'est-à-dire que ça peut donner, par exemple, je sais pas moi, une impulsion par degré, une impulsion par dixième de degré. Alors, il y a plusieurs techniques. Ça peut être des contacts mécaniques, ça peut être des systèmes optiques. Il y a des codeurs comme ça qui ont des résolutions qui sont extrêmement importantes, et d'autres qui sont beaucoup plus faibles. Ça dépend. Alors, dans ces capteurs-là, il y en a aussi qui se contentent de donner une seule sortie, une seule impulsion. Et généralement, ça va être plutôt... Alors, on peut mesurer la position si on connaît le sens de rotation de l'axe. Maintenant, si ce sens de rotation il est commandé par le système, bah, il le connaît. Donc, ça peut suffire. Et c'est aussi souvent utilisé pour mesurer éventuellement la vitesse, sachant que la fréquence des impulsions est bien sûr proportionnelle à la vitesse de rotation. Alors ensuite, il y a des modèles, je vous ai déjà montré, hein, qui marchent en quadrature de phase, c'est-à-dire qu'il y a une deuxième sortie, souvent on les appelle A et B, qui donnent des signaux, hein, je vous renvoie sur ma vidéo là-dessus, qui sont en quadrature de phase. Grâce à ce système-là, on peut détecter le sens de rotation. Alors ça, c'est intéressant, parce que justement, si c'est mis là-dessus sur une girouette, par exemple, un truc comme ça, bah, on peut tout à fait détecter le sens de rotation. Par contre, comme on peut le voir, ce genre de capteur, c'est relatif. Il va donner une information à chaque fois que ça se déplace, mais la position absolue, on la connaît pas. Imaginons qu'ici, là, j'ai mis ici une girouette, bah, là, je mets mon système en route, que la girouette soit ici ou qu'elle soit ici, bah, ça changera rien. J'aurai juste des impulsions quand ça bouge. Si on veut avoir une position absolue, on va utiliser d'autres systèmes qui, par exemple, sur toujours un disque comme ça, vont sortir sur un certain nombre de bits, par exemple, pourquoi pas sur 4 bits ici. Là, la position angulaire de l'axe, et sur 4 bits, par exemple, bah, ça veut dire que ça serait de 16 positions. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ça donnerait quelque chose comme ça. Voilà, 16, hein, je dessine très mal. Enfin, voilà. C'est-à-dire qu'ici, à chaque position, on aurait ici une valeur. Par exemple, ici, la position 0, 1, 2, ainsi de suite, jusqu'à 15. Et on pourrait avoir ici le code binaire qui correspond. 0, on aurait ici 0, 0, 0. 1, on aurait 1, 0, 0, et ainsi de suite. Donc, ce genre de capteur, donc là, c'est intéressant dans la mesure où, avec la résolution ici de 4 bits, bah, c'est toujours pareil, si je le mets ici sur une girouette, ici, à tout moment, quand je vais allumer mon système, bah, j'ai pas besoin de... voilà, je sais dans quelle position il est, et là, bah, j'aurai voilà, la direction du vent avec une résolution de 16 positions. Alors là aussi, dans les codeurs absolus, il existe plein de modèles avec des résolutions qui peuvent être très différentes, donc on peut sortir sur 4 bits, 5 bits, tant qu'on veut, sachant que bien sûr, généralement, plus le nombre de bits va être élevé, plus bah, ça va être compliqué et cher. Et en même temps, il y a aussi des systèmes, et ça va être le cas de celui que je vais vous présenter, qui ont une résolution sur plusieurs tours. D'ailleurs, le système qu'on voit ici, on voit que c'est sur un tour. Mais imaginons qu'ici, via un dispositif mécanique, électronique ou autre, je pourrais très bien dire aussi que j'ai une précision simplement de 4 par tour, mais sur 4 tours. Voilà, à ce moment-là, bah, ça me donnerait une position qui est toujours sur 4 bits, hein, de 1 à 16, mais je veux dire, j'aurais ces bits-là qui me diraient le nombre de tours absolu, et cela, la position. Donc voilà, ça, c'est des capteurs absolus. Alors, dans les capteurs absolus, quelque chose qui est intéressant à savoir, c'est le code. Très souvent, ces capteurs utilisent ce qu'on appelle un code Gray. Alors, pourquoi ça utilise un code Gray? Alors, sans rentrer trop dans le détail, si on utilise un code binaire naturel, on voit que si on commence la séquence, par exemple sur 3 bits, on va avoir ici 1, ici on va avoir 2, ici on va avoir 3, et ici on va avoir 4. On a bien ici en binaire
0, 1, 2, 3 et 4. Or, qu'est-ce qu'on peut voir dans ce code-là? C'est que quand on passe d'ici à ici, il y a ce bit-là qui change, mais quand on passe de celui-ci à celui-ci, il y a 2 qui changent. Quand on passe de celui-ci à celui-ci, il y a 3 bits qui changent. Or, si on fait ça avec des capteurs, ça peut être très compliqué de faire changer tous ces bits exactement à la fois. Ça veut dire qu'ici, par exemple, quand il va passer de là à là, on peut avoir un moment où les deux vont être à 1, par exemple, ou les deux à 0, ce qui fait qu'on va avoir des données parasites quand on est pile à la transition. Le code Gray, c'est un code qui est un autre code binaire, mais qui s'arrange, alors je ne l'ai plus exactement en tête, mais en gros, il n'y a qu'un bit qui change ici à chaque fois. Et alors là, c'est bien meilleur, parce que ça veut dire que quand on passe d'une position à l'autre, on peut avoir qu'une erreur sur un bit, en fait, et pas sur plusieurs. Alors en plus, je vous renvoie, je vous mettrai des liens là-dessus, on passe très facilement du code Gray au code binaire, soit en logique câblée avec des ports ou exclusifs, soit par programmation, c'est très très facile à faire. Enfin voilà, généralement quand on a des capteurs comme ça, on a tout intérêt à utiliser ce code. Et pour finir, très rapidement, j'ai parlé des capteurs de type mixte. Alors c'est quoi? En gros, c'est des capteurs qui ont un petit peu les deux systèmes. Par exemple, on peut imaginer un capteur comme ça qui va sortir toujours sur 4 bits une position, donc je veux dire avec une précision de 16 positions possibles sur la rotation, et pourquoi pas une sortie avec une impulsion comme ça de, je sais pas moi, de 400 impulsions par tour. Ce genre de capteur, ça leur permet dès le démarrage de avoir déjà comme une idée absolue de la position, et dès qu'il y aura eu un changement ici de la position, là il pourra se synchroniser et avoir une bien meilleure résolution. Il y a aussi des capteurs, déjà des capteurs, je veux dire, relatifs, qui ont juste ici, par exemple, une petite encoche, souvent on appelle ça synchro, qui permet au moment... Alors, dès qu'il y a le moment où, en fait, ils auront fait un tour, c'est-à-dire dès le moment où la synchro aura été détectée, à ce moment-là, ils pourront faire, je veux dire, par calcul, une position absolue, mais bien sûr, ça nécessite ces capteurs-là qui passent par ce synchro. Enfin voilà pour ces petits rappels théoriques. Maintenant, je vous propose de découvrir plus en détail ce que m'a envoyé Michel. Alors, ce système-là, on voit, donc il se monte de façon très classique, là, grâce à cette gorge. Il y a énormément de systèmes mécaniques qui se montent comme ça. C'est en fait, généralement, il y a un trou ici dans la plaque, et il y a généralement 3 petits systèmes là avec des vis qui viennent se pincer, qui tiennent l'appareil sur sa plaque support. Donc celui-ci, on peut le voir derrière, a un très grand nombre de connexions. Et alors je les ai enlevés, mais il était fermé ici par 3 vis. On peut voir ici ces vis. Là, c'est des vis, voilà. Et alors ce qui est intéressant, c'est que si on regarde bien, c'est des vis qui ont un trou. Là, je ne sais pas si on le voit bien. Enfin là, il y a une vis par exemple où on voit qu'il reste ici. Voilà, je ne sais pas si l'autofocus va bien se faire. Mais c'est des vis qui ont un trou. Alors ça, c'est très commun dans l'avionique, dans l'aviation. C'est ce qu'on appelle un fil-frein. Et c'est une façon, en gros, de sécuriser toute la visserie, les boulons, les vis, les machins, pour éviter qu'avec les vibrations, ils se bougent. Donc là, c'était le cas pour ces vis-là, ce trou. Et là, on voit encore ce qui reste du fil-frein qui était enlevé. Alors en plus, celui-ci, comme on peut le voir, a une sorte de plombage qui permet aussi éventuellement de voir si le système a été ouvert ou pas. Enfin voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on rencontre très facilement. Donc là, si on ouvre cet appareil, voilà. Là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir là donc ces différents étages. Donc, et si on regarde, je ne sais pas si on voit bien comme ça, alors on peut voir que le système, ça utilise simplement des contacts qui sont des contacts des interrupteurs, si on veut, c'est sorte de petites palettes qui frottent ici sur un disque sur lequel il y a une sorte de circuit imprimé fait en série de contacts concentriques et qui code justement avec un code Gray la position. Donc là on peut voir que sur la première galette ici qui est directement reliée à l'axe, on a une résolution qui est sans doute relativement très bonne. Alors ça c'est la première chose, et on peut voir que là, voilà, il y a un système ici de diodes, et pour info, le premier étage ici fait 13 bits de résolution, ce qui est déjà énorme.
Mais comme ça suffit pas, derrière, on peut voir que grâce à ce système ici de démultiplication, il y a un deuxième étage ici qui lui donne 12 bits et qui, alors bien sûr, bouge beaucoup moins vite que le premier. On le voit ici dans la mesure où il est quand même très démultiplié. Et il y a encore un nouvel étage ici de 12 bits qui lui, bien sûr, bouge très lentement. C'est-à-dire qu'il faut faire un très grand nombre de tours ici, je n'ai même pas calculé, pour ici avoir une variation. Donc si on additionne, ça fait 12, 12 et 13, ça veut dire que ce codeur a une résolution de 37 bits, qui est ma foi énorme. Alors j'ai réussi à retrouver le brochage, hein. Ici on voit qu'il y a une coche ici qui s'appelle S, qui est en gros le commun, et derrière, voilà, on met une tension positive ici, puis là on a ici tous les codes qui changent. Alors bien sûr, il y a ici une telle démultiplication que ça risque d'être quasiment impossible de faire que, bien que ça soit du code grey, quand ici il y a une variation de 1 bit, on voit que c'est quelque chose de très petit, là, avec la démultiplication, ça fait une variation qui est fait quasiment infime. Or, il y a très peu de chances qu'on arrive avec là, je veux dire, par exemple, une différence, je sais pas, de quelques degrés, à avoir ici un contact franc avec toute la démultiplication. Donc je pense que ce truc-là, pour être exploité complètement, il doit y avoir un traitement fait pour essayer d'éliminer ces cas ici d'erreur où il y aura à un moment donné, malgré l'utilisation d'un code grey, un petit peu de cafouillage. Ou alors, ce capteur, on peut aussi dire que l'idée, c'est pas d'exploiter les 37 bits, mais c'est un capteur où on peut choisir un petit peu. C'est-à-dire, on peut dire, si je prends cette galette-là, j'ai une résolution très fine qui est bonne pour un tour, par exemple, alors que si je prends ici, c'est pour n tours, et ainsi de suite. Ou alors, on peut un peu séparer les deux, et à ce moment-là, c'est sans doute quand même plus jouable d'avoir quelque chose. Peut-être que, par exemple, la répétition de ce truc-là, derrière, c'était sur un système déporté d'affichage, qui lui-même le redécodait, mais sous forme de plusieurs digits. En même temps, d'après l'utilisation de ce truc que m'a montré Michel, c'était quelque chose qui, à mon avis, quand même devait varier relativement lentement. Donc, ça devait avoir quand même des transitions relativement lentes. Mais bon, même avec des contacts de très bonne qualité, je pense pas que ce truc-là était exempt de cette erreur sur toute la gamme, ça paraît improbable. Sinon, comme la plupart de ce système mécanique, c'est toujours d'une très belle mécanique. On peut voir que les axes là sont montés sur des roulements à billes, qu'on peut voir là. Alors apparemment, c'est quand même pas des engrenages sans jeu. Je rappelle que dans ces trucs-là, des fois, il y a des engrenages qui utilisent, on va dire des engrenages qui sont doubles, qui sont tenus par un ressort, qui permettent d'éliminer le jeu. Ici, il n'y en a pas. Maintenant, le jeu, voilà, déjà là, par exemple, si je bloque, je le sens un petit peu. Donc, il y a déjà un petit jeu entre les deux. Maintenant, comme la force qui est appliquée est vraiment très faible, parce qu'on voit que ce truc-là tourne vraiment très facilement, malgré tout ce train d'engrenage, c'est, je veux dire, probablement pas gênant. Enfin, après, ça va dépendre des specs de ce truc-là. Mais enfin, voilà, vraiment une réalisation très soignée. Et justement, si vous allez voir les vidéos de Michel, vous verrez que des fois, il y a des systèmes comme ça, mécaniques, avec des différentiels, des embrayages. Enfin, il faisait vraiment des systèmes à l'époque qui étaient, moi, sur lequel je suis toujours très admiratif. Pour info, il y a une autre chaîne que je vous conseille aussi qui s'appelle Curious Mark, où ils font aussi comme ça du rétro-engineering, surtout sur des trucs de la NASA, des missions Apollo, et qui est aussi vraiment intéressant. Donc voilà pour la présentation de ce capteur. Alors il est tout à fait fonctionnel, hein, ça ne veut pas dire que je ne l'utilise pas un jour, je ne vais certainement pas le démonter, et je verrai si un jour j'en ai l'utilité. Voilà pour la présentation de ce super encodeur. Alors, bien sûr, j'ai évidemment cherché de la documentation sur Internet, mais malheureusement, sur tous les trucs comme ça, enfin, je veux dire, qui sont sortis quand même avant Internet, malheureusement, c'est assez rare qu'on trouve des datasheets ou des informations ou des docs, et c'est là que justement le rétro-engineering prend toute sa place, et qui peut être des fois relativement facile. Là, dans le cas de ce capteur, comme on voit qu'on a accès à tout, il y a beaucoup de contacts,
Mais je veux dire, voilà, c'est qu'un problème de patience, en fait, de les retrouver, mais il n'y a pas de difficulté majeure, alors que dans certains cas, ça peut être très très compliqué. Et je suis toujours admiratif devant Michel, qui arrive vraiment des fois à faire des trucs qui sont vraiment très impressionnants. Tiens, ça va Maurice, ça fait longtemps que je t'avais pas vu, qu'est-ce que tu fais? Des mots croisés. Ah ouais, et alors là, il y en a un que tu n'arrives vraiment pas à trouver. Allez, je vais t'aider, c'est quoi la définition? Nous attendent à la sortie en 11 lettres. Hémorroïdes. Non. Bon, allez, que le grand encodeur vous fasse de belles digitalisations, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.